Bonjour à tous, merci d'être présents. Moi, je m'appelle Audrey, du coup, je suis bénévole à Nouveau Cycle et vous allez assister à la conférence Gynéco Mon Désamour. Alors, 50. 50, c'est le nombre de consultations gynécologiques moyennes, qu'une femme ou qu'une personne menstruée suivra entre ses 15 ans et ses 45 ans pour un parcours classique sans complications. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente environ 25 heures. Et pour avoir encore une meilleure idée de ce que ça représente, eh bien, ça laisse à cette personne le temps de regarder au moins 8 fois le dernier film de Scorsese, qui sont en général pas très courts. Donc bon, on peut se dire 25 heures ou 8 fois le film de Scorsese, bon, c'est pas tant finalement dans la vie d'une personne. Mais en fait, je pense que j'ai besoin de convaincre personne ici pour quand je dis que c'est quand même 25 heures en général passées dans une position quand même assez inconfortable. Voilà. Euh, Ne serait-ce que du fait de l'acte médical en lui-même, mais aussi bien, des questions qu'on peut s'entendre poser par le professionnel de santé qui concernent bien, des sujets qui restent encore très empreintes de tabous quand ça touche la vie sexuelle, l'orientation, le choix de la contraception ou de ne pas utiliser de contraception. Voilà, donc un sentiment d'inconfort, mais au-delà de cet sentiment d'inconfort, eh bien, il peut y avoir aussi des situations de violence gynécologique. Je pense que la libération de la parole à ce propos nous a apporté à nos oreilles des témoignages ces dernières années, notamment par les hashtags Paye ton utérus qui, depuis 2014, ont permis à certaines personnes de témoigner, mais également aussi à travers des documentaires comme Balance ton gynéco, où on retrouve le témoignage de 3 jeunes femmes. On peine encore à trouver des chiffres vraiment précis qui quantifient bien à quelle hauteur sont fréquentes ces violences et la forme qu'elles peuvent prendre. Néanmoins, une enquête de Alice Patzer sur son compte Je suis une sorcière sur Instagram a démontré que 77% des personnes qui avaient répondu déclaraient avoir subi des violences gynécologiques. Et par ailleurs, en 2006, une étude de la DREES révèle que 6% des femmes ou personnes menstruées n'étaient pas satisfaites de leur accouchement. Par ailleurs, de leur côté, les soignants dénoncent de plus en plus la dégradation continue des conditions de leur pratique et se mobilisent. Je pense notamment aux sages-femmes qui se sont mobilisées pendant de nombreuses semaines pour réclamer des changements drastiques et une revalorisation de leur profession. Donc aujourd'hui, avec nos intervenantes que je remercie d'être là, le but, c'est vraiment de discuter, d'échanger autour des enjeux en fait, d'une santé gynécologique, d'une vie gynécologique, dont les conditions sont satisfaisantes, à la fois pour la personne qui est concernée directement, mais aussi par les personnels de santé, donc sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes, qui peuvent intervenir dans ce parcours de soins. Donc, en résumé, comment prendre possession de sa santé gynécologique, mais aussi comment optimiser la relation entre patient et professionnel. Et pour cela, eh bien, nous avons à notre table 3 intervenantes. Je remercie d'abord Gaëlle Baldassari, qui était dans la précédente conférence, mais que je vais quand même présenter pour les personnes qui nous ont rejointes, qui est du coup qui est la fondatrice du mouvement Kiffe ton cycle, donc coach Kiffe ton cycle, mais qui est aussi l'autrice de 2 livres, donc Kiffe ton cycle et Kiffe tes règles. Et tu es aussi formée praticienne en approche neurocognitive et comportementale. Voilà. Je remercie également Sophie Gibert d'être ici, qui est médecin généraliste, qui a un DU en gynécologie et obstétrique. J'ai toujours du mal à dire ce mot, mais qui est aussi formée en micronutrition et à l'accompagnement des personnes transgenres. Et enfin, Aline Ménix, qui est du coup cofondatrice de l'association Nouveau Cycle, mais également co-référente de son pôle santé, avec des
des projets, notamment du coup sur le futur de la gynécologie qu'on aura le temps d'aborder plus tard dans la conversation, j'espère, et qui est également aussi formatrice en méthode d'observation du cycle. Voilà. Et par ailleurs, je souhaitais signaler que si vous souhaitez interagir pendant la table ronde et poser des questions, n'hésitez pas, faites-nous signe, on vous passera un micro. Et ça, voilà, Marie lève le bras là-bas, elle pourra vous passer le micro. Voilà. Donc, on vient de dresser un constat un peu général sur la situation actuelle à l'instant T, on va dire. Aline, peut-être, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose Oui, au sein de Nouveau Cycle, voilà, on parle de gynécologie plus que de gynéco, parce qu'on sait de plus en plus que le suivi de gynécologie sont faits par des médecins généralistes, par des sages-femmes, et c'est hyper important, voilà, de continuer à transférer cette information. Donc, quand on parle de gynéco, c'est vraiment au sens très très large. Et j'avais aussi envie d'ajouter à l'inclusivité. Tu as parlé des personnes menstruées, donc c'est vrai que souvent on pense aux femmes qui sont tout de suite touchées par la question de la gynécologie, mais on a à cœur de penser aux personnes transgenres, aux personnes en minorité auxquelles on ne pense pas au premier abord. Donc pour nous, en tout cas, tout est pris en compte dans le discours qu'on va porter sur toute la table ronde. Merci pour cette précision. C'est vrai que, voilà, comme le dit Aline, il n'y a pas seulement que les femmes cisgenres qui sont concernées par la thématique, mais on a à cœur de représenter tout le monde. Sophie Gibert, comme je l'ai dit en présentation, donc vous êtes médecin généraliste. Quelles sont, selon vous, les principales pistes à investiguer, en tout cas du côté des soignants, pour comprendre peut-être les difficultés qui peuvent avoir lieu dans la relation patient-soignant? Alors, effectivement, il y a ce constat et je pense que les mentalités changent de toute façon avec les nouvelles générations, avec l'ouverture d'esprit des soignants. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens, mais dans le colloque singulier de la consultation, vraiment d'un soignant avec un soigné, c'est de l'écoute, c'est croire la personne. C'est vrai qu'il y a Martin Winkler en parlait vendredi. Il y a une partie du corps médical qui émet des doutes parfois sur alors que bon, il faut vraiment partir du principe que la personne dit la vérité, sinon on ne peut pas soigner. Et puis être à l'écoute du projet, hein, de la demande. On peut très bien avoir une personne qui vient pour une demande de contraception, mais qui ne veut pas les moyens de contraception qu'on propose, ni pilule, ni stérilet, ni rien. Et donc, effectivement, il faut pouvoir, le soignant, se dire ok, je vais quand même essayer d'accompagner cette personne parce qu'il y a autre chose. Et voilà. Et même si parfois ça peut ça peut contredire ce que nous on a appris. Donc il y a aussi la formation, hein, la formation médicale initiale pendant les études de médecine et aussi la formation, on va dire continue, hein, pour en particulier par exemple pour les personnes transgenres. C'est vrai que la transidentité n'est pas du tout abordée pendant les études de médecine. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est essayer d'apporter le respect de la personne, hein, donc effectivement le consentement à l'examen, voilà, si la personne n'est pas prête, c'est pas un problème, respecter la pudeur, essayer de proposer des petits trucs qu'on nous enseigne pas, mais qu'il faut partager. Par exemple, est-ce que vous voulez vous-même insérer le spéculum? Est-ce que vous voulez voilà, apporter une jupe pour l'examen? Est-ce que vous voulez enfin tout ce qui pourrait mettre la personne à l'aise et surtout pour les premiers enfin quand c'est la première fois, moi je demande souvent c'est est-ce que c'est la première fois, parce que le premier examen gynécologique peut conditionner tous les autres dans la vie. Et effectivement si on a eu une mauvaise expérience avec un premier examen, parfois ce sont des suivis qui sont interrompus, quoi. Donc c'est dans l'intérêt de la patiente effectivement
que ça se passe bien. Et souvent, moi, il y a des mamans qui m'amènent leur ado ou des jeunes femmes qui se présentent à la consultation pour leur premier examen parce qu'il faut venir. Et je leur dis, ben non. Est-ce que les hommes viennent montrer leur matos pour voir si tout va bien? Non. Donc, il n'y a pas d'obligation du tout à venir si tout va bien. Après, on peut discuter, on peut faire informer, il n'y a pas de souci. Mais voilà, là, je pense que je sors un peu de la question. Ouais, on est là pour ça, on est là pour... Non, oui, je pense que c'est surtout des démarches individuelles. Après, les médecins, c'est vrai qu'il y a un parcours... les études sont longues et on en parlait vendredi, quand on commence à changer, par exemple, les programmes, ça va se ressentir 7-8 ans après, quand les médecins seront finis d'être formés et seront dans les cabinets. Et ça ne changera pas tout le paysage des soignants, puisque dans le paysage des soignants, il y a des gens old school qui sont encore en exercice. Et donc, c'est vraiment une ouverture individuelle. Ensuite, il y a le passage, on va dire, un peu hospitalier de la formation médicale qui fait que à l'hôpital, il y a un manque de moyens, il y a beaucoup... donc, le soignant se retrouve souvent un peu... il subit sa profession parce qu'il n'y a pas de moyens, il y a trop de patients. Et donc... quand on arrive après en médecine de premier recours, on a cette expérience de médecine sous-dotée, quoi. Donc on a un petit peu aussi traumatisé. Enfin, je pense que de base, le soignant, il a envie de soigner, il est de bonne foi, il est bienveillant. Et après, c'est ses histoires, c'est ses croyances, c'est la société patriarcale, c'est tout ce que le bagage aussi individuel qui va se ressentir ensuite dans la façon d'exercer par la suite. Donc la société changeant, justement, je pense qu'il faut, comme on en parlait avec Gaëlle, il faut qu'il y ait une partie des soignants qui aillent vers le public concerné, qu'il n'y ait pas de cloisonnement et qu'il n'y ait pas de murs de silence, de murs de verre, d'incompréhension, et qu'on puisse passer de l'autre côté et accompagner et vraiment être du même niveau. Il y a des patientes sachantes qui nous apprennent beaucoup de choses, des patientes experts. Et moi, je me nourris de ça, quoi, de ce que peuvent m'apporter les personnes. Ouais, donc plus d'horizontalité entre le patient et la patiente. On n'est pas sachant et la personne qui vient n'est pas ignorante. On n'est pas là pour apporter, on est là pour aider, pour proposer. Moi, souvent, je donne plusieurs ordonnances à la fin et c'est la personne qui choisit. Il faut qu'elle se sente maîtresse de sa décision. Et la personne qui vient a beaucoup de connaissances sur elle-même, sur sa propre personne. Donc nous, on a des connaissances théoriques, mais après, au niveau individuel, celle qui se connaît le mieux, c'est la personne elle-même. Et j'aimerais rebondir justement sur Martin qui devait être là, comme vous pouvez le constater, mais qui du coup, pour des raisons perso, n'est pas là. Mais on a la chance d'avoir Sophie qui porte très bien son discours aussi. Et moi, ce qui m'a marqué, qu'il a pu nous apporter vendredi dans le séminaire, c'est vraiment cette horizontalité, cette écoute que tu es en train de dire. Et il parlait aussi de la sélection des soignants, comment on choisit un soignant dans notre système actuel, comment à l'heure actuelle le soignant il est prescripteur et les autres font. Et du coup, il remettait en question ça justement pour plus d'horizontalité. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous invite à aller lire ses écrits. Moi, j'ai découvert l'école des soignantes la semaine dernière en préparant la conf de vendredi. Et j'étais juste impressionnée de tout ce qu'il apporte dans un roman sur justement tout ce qui pourrait, tout ce qui questionne la posture du soignant à l'heure actuelle. Et moi, je suis d'accord, on est en train d'évoluer avec les nouvelles générations, mais quand même, j'ai l'impression que ça reste encore assez individuel et que les nouvelles générations ont une volonté individuelle de sortir du moule, mais que globalement, le système encore qui amène à la création d'un soignant amène à cette posture un peu de sachant. Et du coup, savoir qu'il y a tout un système à remettre en cause et que c'est pas forcément le soignant qui est malveillant, loin de là. Je pense que la féminisation de la profession médicale va vraiment accélérer
ce changement, cette ouverture. Il y a quand même une solidarité entre femmes, quoi. On peut pas être soignante et enfin bon, après, c'est vrai. Je suis pas sûre non plus. J'aimerais tellement dire oui. Oh, du coup, je suis un peu naïve. Ouais, j'aimerais tellement dire oui à ça. Et le problème aussi, c'est que les études de médecine telles qu'elles sont créées actuellement, elles amènent quand même les étudiantes à pas mal nier le fait qu'elles sont des femmes pendant toutes les études. Et donc, en réalité, elles sortent, elles ont passé 8 ans, 10 ans à faire oublier qu'elles étaient une femme dans le système. Je dis ça parce que dans la banque, j'ai vécu la même chose. Hein, donc, on est sur le même... tout à fait vrai. Ouais. Et en fait, on arrive dans les cabinets et nous, les témoignages qu'on a sur le terrain montrent qu'il y a autant de problématiques avec des soignantes qu'avec des soignants. On a peut-être certaines problématiques très médiatiques aujourd'hui, et heureusement qu'elles le sont effectivement le fait d'hommes qui, pour le coup, avaient autre chose que le problème lié au fait qu'ils soient soignants et formés dans une posture haute, puisque là, on parle d'agression, etc. Mais sortis de ces situations-là, je pense que malgré tout, la notion de posture haute du soignant qui doit savoir et de posture basse de la soignée qui doit quelque part être soumise à ça et qui en plus aujourd'hui arrive avec des connaissances qui sont parfois considérées comme problématiques par le soignant parce que il y a quand même beaucoup de mots qui circulent entre les médecins elles arrivent avec Doctolib, elles croient tout savoir et puis en fait nous on les entend aussi de l'autre côté, et donc il y a effectivement des soignants qui ont fait des choix individuels que je salue tellement de dire oui, on va apprendre ensemble, on va co-créer la consultation gynéco, on va avancer ensemble, et puis il y a quand même un système à côté qui est le système majoritaire qui propose une différence entre le statut haut du soignant et le statut bas de la soignée. Et c'est vrai que dans les cabinets de gynécologie, c'est encore plus prégnant, ne serait-ce que par la forme, je dirais, la position dans laquelle on se retrouve. Tout à fait. Mais malheureusement, tu as raison. Hein, c'est quand même le paysage actuel n'est pas encore modifié, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. Mais ne serait-ce que par exemple pour l'examen gynécologique, avoir une position à l'anglo-saxonne sur le côté, et ne pas être comme ça en position d'infériorité, les jambes écartées. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose. Ça demande une démarche individuelle d'apprendre à regarder une vulve à l'envers. Bon, voilà. Après, c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas du tout formé à ça, quoi. Donc, ça reste encore des démarches individuelles, mais voilà, j'espère que ça va. Mais c'est génial de savoir qu'elles existent. Enfin, je veux dire, moi, j'ai plein de copines médecins généralistes, gynéco comme moi sur la Cube, et qui sont dans le même souci de respect, qui se mettent à la place d'eux, et j'ai envie de dire d'autant plus si on est passé de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été soigné et on se retrouve soignante et on se dit mais moi je veux pas que ça se passe comme moi je l'ai vécu. Enfin, donc ça joue aussi dans le contexte, quoi. Alors, du coup, en fait, moi, je trouve ça étonnant, les débats, là, actuellement, que vous dites sur la position de soignants qui serait supérieure aux patients et patientes, dans la mesure où, depuis le 4 mars 2002, la loi Kouchner a replacé au cœur le patient. Elle est entrée en vigueur en 2003, donc ça fait 20 ans. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a un problème dans la formation des soignants ? Parce que 20 ans, c'est quand même long pour faire changer des habitudes, et on est en 2023, vous nous expliquez encore la même chose, que vous avez des collègues qui se sentent, qui prennent plutôt soin des patientes en leur proposant des méthodes, mais c'est des méthodes qui devraient être généralisées. Donc, dans quelle mesure ces méthodes, depuis 20 ans, sont pas rentrées, en fait ? C'est quasiment une génération, il faut 30 ans pour faire une génération. Donc là, je visualise pas très bien comment ça se fait qu'en 2023, on parle encore de ça, quoi. C'est sûr, ouais. Je pense qu'à mon avis... c'est très long parce que dans les programmes sont... Je ne sais pas si ça a été intégré dans les... Enfin, ça dépend beaucoup des départements de formation, aux facultés, pendant les... Oui, mais moi, j'avoue que je méconnais le système universitaire, et je ne sais pas comment les lois sont imposées dans les programmes.
mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça devrait être, bien sûr, on devrait respecter dès les premiers stages au cours des études de médecine, ça devrait être quelque chose qui soit enseigné avant même de savoir qu'est-ce que c'est qu'une maladie. C'est l'intégrité de la personne, son consentement, ne serait-ce qu'à quand dans une chambre d'hôpital, il y a 10 internes qui arrivent et une dame qui est avec sa cicatrice de césarienne et tout le monde regarde. Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Non, pas. Enfin, donc ça, c'est des choses. Si l'étudiant en médecine, il trouve ça normal qu'à 10, on va regarder une cicatrice, après, du coup, voilà. Donc il faut que ça soit et dans les programmes universitaires et dans les stages hospitaliers. Mais ça, je n'arrive pas à je n'ai pas de réponse à votre question pour savoir pourquoi ce n'est pas encore dans les faits, quoi. Je ne sais pas si tu as des pistes. Si, moi j'ai une piste, enfin, qui est pas forcément. C'est qu'effectivement, la loi a changé, mais qu'elle ne s'est pas accompagnée d'une obligation de prise en charge sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit, OK, puisque la loi a changé et qu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment faire, pour la plupart, on va créer un module de formation obligatoire pour tout le monde ou quelque chose comme ça. En fait, là, on a juste changé quelque chose dans la loi qui n'est pas contraignant, parce qu'en réalité, qu'arrive-t-il aux médecins qui continuent de se mettre en position haute? Rien de particulier. Sauf s'il se fait attaquer. En fait, j'étais juriste spécialisée en droit de la santé et on a remarqué que pour justement cette position où on replace le soignant et le patient au même niveau, le seul moyen de réussir, c'était de lui faire payer une amende. Donc en fait, il faudrait médiatiser au maximum le fait qu'ils se font punir parce qu'ils gardent leur position patriarcale. Je vous rejoins. Moi, je préférerais encore passer par la formation plus que par le fait de devoir mettre des amendes. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe en tant que soignée, en tant que patiente, quand on sort d'un cabinet, qu'on a senti qu'on était en position basse, qu'il ne s'est rien passé de saillant non plus. Enfin, c'est ça aussi le problème. C'est qu'effectivement, quand il y a eu manifestement quelque chose, on peut aller porter plainte, etc. Mais aujourd'hui, on sait que je peux vous raconter ma dernière expérience. Clairement, j'ai eu mal à la pose du spéculum. J'ai pas du tout été écoutée. Qu'est-ce que je fais en sortant? Non, je vais pas dire. Et clairement, elle était en position haute. Ça la saoulait que je sache plein de choses. Et du coup, voilà. Et je suis dégoûtée de vivre ça. Mais est-ce que je vais aller pour autant faire en sorte qu'elle ait une amende? Non, je vais pas retourner dans ce cabinet-là. Mais je pense que ça serait beaucoup plus intéressant que tout le monde soit formé massivement, aussi bien du côté des soignés que des soignants, pour qu'on sache qu'est-ce qu'une consultation normale. Qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui ne doit pas se faire, comment je peux dire à une personne qui est en train de prendre un spéculum et qui n'est manifestement pas en train de mettre du lubrifiant dessus, comment je peux lui dire? Et ça, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on manque de cette capacité à dialoguer de façon sereine, parce que de part et d'autre, je pense, on n'a pas les clés. Alors oui, on peut se dire, on va mettre des amendes, et on peut aussi se dire, tiens, comment on pourrait faire en sorte que finalement on se forme tous ensemble, qu'à un moment les soignants puissent entendre qu'est-ce qu'on vit nous de notre côté quand on a les jambes écartées et qu'on voit ce spéculum arriver. Et je dis ça, mais c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Et que de l'autre côté, les médecins aussi puissent nous aider à traverser le miroir pour savoir qu'est-ce que ça fait quand on a quelqu'un qui arrive en sachant tout parce qu'il a tout lu, alors qu'en fait, il n'a pas fait d'études de médecine et que tout est faux. Je dis ça, mais vous voyez, et qu'on arrive à trouver un peu ce modus vivendi ensemble qui nous permettrait de co-créer ça. Mais ça veut dire qu'à un moment, faut créer de l'espace. Et le problème, c'est ce que les médecins sont... Enfin, moi, je discute avec des amis médecins qui me disent, mais on est en burn-out, on est... se former, oui, mais non. Enfin, quand, comment, avec quel temps, dans le désert médical dans lequel je suis, où je reviens déjà sur mes jours de congé parce que Madame Michu a vraiment besoin que je sois là, etc. Et on est aussi dans ce système. Il y a le système, il y a les individus. Il y a des individus comme Sophie, et heureusement qu'il y en a qui arrivent à s'exonérer de ce système-là. Puis il y en a plein qui sont pris dans cette espèce de magma. Et je ne sais pas si on pourrait arriver avec une espèce de carte, avec tiens, ça serait bien qu'il y ait ça pendant la consultation, et qu'on arrive à créer quelque chose ensemble. Vous voyez, un outil pratico-pratique qui convienne et aux médecins et aux patientes pour pouvoir s'assurer de quelque chose de safe.
Mais je vais vous donner un autre exemple. Moi, je suis arrivée pour mon accouchement avec un projet. Alors, c'était pas un projet tout écrit, hein. C'était juste je veux pas ça, c'était tout. Et donc, il y avait juste, j'avais dit je veux pas l'épisiotomie. Et puis, la sage-femme m'a fait une épisiotomie sans me poser la question. Alors que j'étais en pleine possession de mes moyens, que j'allais bien et tout. Et à la fin, elle m'a dit, je suis désolée, je vous ai fait une petite épisio de sage-femme parce que j'ai eu peur que ça craque. J'étais capable de dire oui, non. Et en fait, on en est là. Vous voyez, c'est juste ce truc où on nous croit incapables. Alors après, elle s'est excusée, elle a pris le temps, mais le mal est fait, enfin, c'est coupé. Et en fait, c'est ça le truc, c'est je me dis à quel moment on peut faire remonter les patientes dans la notion de capable et compétente et permettre aux soignants de dire, tiens, mais j'ai une alliée en face de moi. Et pas, j'ai quelqu'un qui ne sait pas, mais qui croit qu'elle sait et qui du coup me saoule un peu, quoi. Je sais pas si ça te parle quand je dis ça, Sophie. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose que j'ai vécu personnellement, et quand je questionne autour de moi, tout le monde le dit, avant même d'aller jusqu'à je vais porter plainte, je vais mettre une amende, etc. Juste te dire, ok, est-ce que je suis en capacité de revenir vers le médecin, le soignant, le ou la médecin, le soignant, tout de lui écrire par n'importe quel moyen, et dire, en fait, ça s'est mal passé, là, je me suis pas sentie écoutée. Vraiment, ne serait-ce que dans cette salle, est-ce qu'on a au moins une fois osé faire ça? Et moi, je sais que j'y arrive de plus en plus. C'est très dur. Chaque fois, ça me demande une énergie. Ça ne devrait pas. Hein. On est censé être dans une relation, etc. Mais je me dis, le travail de l'éducation, ce que tu disais, pour moi, il est primordial. Déjà, être en capacité de savoir que ça s'est mal passé. À quel âge on arrive? Alors, ça évolue. Hein. J'imagine que maintenant, les jeunes, de plus en plus, mais il y a encore du travail. Moi, il a fallu 30 ans pour me rendre compte qu'en fait, ça, c'était pas OK. Que ça, c'était pas OK dans ma vie de tous les jours et puis dans ma consultation gynécologique. Et du coup, tout ce travail d'éducation, de dire, OK, là, c'est OK, là, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, peut-être que tu peux le faire remonter. Combien de soignants entendent vraiment des retours négatifs, finalement? Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Et déjà, arriver à faire ce premier pas, de se dire, OK, là, il y a un truc qui s'est pas bien passé, d'écouter, de se faire confiance. Ouais, il m'a pas frappé, il m'a pas violé physiquement, agressé. Mais peut-être qu'il y a été fort, il n'a pas mis de lubrifiant. Enfin, tous ces petits trucs-là qui passent presque inaperçus, mais qui finalement peuvent être violents, et d'accepter de se dire, OK, ça, c'était pas OK, je m'écoute, je me fais confiance. Et si je n'y vais pas tout de suite, tant pis. Enfin, faut aussi respecter le chemin qu'on a chacun et chacune face à cette situation et de se dire, peut-être que la prochaine fois, j'arriverai à aller retourner voir mon soignant et de lui dire, écoutez, la dernière fois, c'était pas complètement OK pour moi. On le reverra ou pas, mais au moins l'info elle est passée, il en fera ce qu'il voudra. Et je me dis, si déjà plein de personnes commencent à faire remonter ça, on pourra peut-être, à un moment donné, ça peut faire tiquer. Et pour moi, c'est un pan du chemin, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde individuellement d'aller faire ce travail. Il y a vraiment ce côté aussi politique, de changer. Pourquoi ça ne bouge pas? Je pense qu'il y a une question d'ego, ça a été dit vendredi, il y a aussi une ego des personnes, une question de... Martin, tout le monde n'était pas d'accord avec ça, mais une question de catholicisme, la vision de la femme, de toute façon, on s'en fout, donc elle ne souffre pas, donc les médecins, ils s'en foutent un peu. Je caricature, mais... Non, tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Dans le sens où s'ils sont médecins, a priori, c'est pas l'idée qu'on s'en fout, que les gens souffrent. Enfin, moi, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire que des gens qui ont choisi de faire médecine se disent je m'en fous. Ils s'en foutent pas, mais ils ne le croient pas. En fait, ils ne croient pas. En gros, c'est de toute façon, une femme arrive, si je ne le vois pas sur un truc biologique ou je vois pas quelque chose de concret, c'est que c'est faux. Et il disait qu'en France, on avait ce discours de penser que c'était faux d'abord, alors que dans les pays anglo-saxons, on part du principe que c'est vrai, spontanément. Et déjà, rien que de cette posture, c'est pas écrit dans la loi qu'il faut changer ce positionnement-là. Et pourtant, ça me paraît quand même assez essentiel. Et du coup, comment changer ça? Moi, j'imagine que ça passe aussi par les mouvements associatifs, les plaidoyers qu'on met en place, ces temps-là d'éducation, les temps de collaboration qui nous permettent de dire, OK, il y a un problème, il y a une difficulté, effectivement, ça traîne. Mais mettons-nous ensemble, faisons remonter les choses, éduquons-nous d'un côté et allons taper du poing sur la table pour finalement aller changer les choses, quoi. Parce que c'est vrai que nous, le problème qu'on retrouve énormément, et vous en êtes peut-être consciente ici, c'est l'errance de diagnostic, notamment dans les maladies chroniques du cycle. Et ça, c'est un problème majeur où aujourd'hui, nous, en tant que organisme, mouvement Kiffe ton cycle, on se retrouve à avoir beaucoup de personnes qui nous envoient des messages privés par tous les moyens, les réseaux sociaux, etc., en nous disant « mais qu'est-ce que je fais ?» La personne me dit que j'ai rien. Les médecins me disent que j'ai rien. Donc on a des aménorrhées, donc des personnes qui n'ont pas de cycle menstruel, à qui on dit c'est pas grave. On a des personnes qui sont douloureuses, qui ont des dysménorrhées, à qui on dit non, je trouve rien. Et en fait on a beaucoup de personnes comme ça qui se retrouvent en errance de diagnostic et à qui on leur dit trouvez un soignant ou une soignante qui vous croit. En gros, et nous, notre job aujourd'hui se résume à leur donner l'envie de continuer à chercher la bonne personne.
mais c'est parfois hyper compliqué. Et c'est fou qu'on en soit à leur dire vraiment, il faut que vous trouviez quelqu'un qui vous croit, parce qu'à un moment, il va falloir que vous ayez un diagnostic. Parce que quand il y a une aménorrhée, la façon de résoudre le problème peut être très différente d'un diagnostic à l'autre. Quand on a des dysménorrhées, ça peut être très différent si c'est un problème d'endométriose ou d'autres problématiques qui peuvent être... Et donc, c'est vraiment important d'avoir un diagnostic. On a besoin de la compétence et de la connaissance des médecins parce qu'on n'est absolument pas médecin. Mais nous, on les motive pour trouver une personne qui va bien vouloir les croire. Et c'est vrai qu'avec le désert médical et avec le schéma qu'on a aujourd'hui en France dans certains endroits, eh bien, il y a une vraie complexité à se dire comment je fais pour trouver quelqu'un qui va me croire. Qui va me croire et qui va chercher le problème. Sophie, peut-être... On a d'abord une question juste ici. Merci. Je voulais rebondir sur ce que disait Aline. Au-delà de la formation, je suis infirmière, mais j'ai été formée il y a seulement 4 ans. Et on ne parle absolument pas de tout ce dont vous parlez, même il y a encore 4 ans, ni du consentement, ni quoi que ce soit. Et je me suis rendu compte, après être diplômée, et à quel point, en fait, déjà en tant que soignant, on ne nous demande pas quels sont nos besoins à nous, ni quels sont les besoins des personnes soignées. Et je pense que si même nous, on ne se respecte pas du tout dans notre travail, en ne sachant même pas quels sont nos besoins, et qu'on est complètement déconnecté de nous, on n'arrive absolument pas à se connecter aux autres. On nous demande de faire tellement en si peu de temps, etc. Enfin, voilà. Et en me formant comme doula après, je me suis rendu compte qu'on ne nous apprenait même pas à écouter vraiment les gens. Donc au-delà de la formation, en termes de posture, c'est le néant, je trouve, pour toutes les professions, de ce que je vois après, voilà, mais dans toutes les professions médicales et paramédicales, c'est quand même assez compliqué voilà, d'avancer au-delà de la formation sur le consentement, mais en termes de posture, d'écoute, de besoins, etc. Voilà. Ça me fait penser à ce que Martin Winkler a expliqué aussi vendredi. En effet, il expliquait que dans notre société, en tout cas en France, on avait à la fois l'héritage un peu du catholicisme qui voulait qu'en fait souffrir ce soit normal, mais qu'aussi en fait on déconnecte vachement les émotions de tout ce qui est somatique, et que donc à la fois en tant que soignant, je ne suis pas à votre place, mais j'imagine qu'on vous encourage bien à gommer ce que vous ressentez et comment ça peut vous aider aussi dans la prise en charge, mais aussi à la fois du côté des soignés où il faut qu'on accepte la douleur, on se déconnecte en fait de notre corps, et ça c'est vraiment un chemin de croix, je pense, pour chacun, chacune déjà de se reconnecter à soi, et pour après pouvoir être en capacité de dire aux soignants, en fait c'était pas ok. Mais ça, c'est compliqué, ce chemin de croix. Et d'ailleurs, je voulais vous demander éventuellement si vous aviez des conseils pour un soigné qui ne se sent pas spécialement satisfait par la réponse que lui a été faite par un professionnel. Qu'est-ce qu'on lui dit, en fait, au-delà de essaye de trouver quelqu'un qui te croit? Est-ce que ça passe pas par aussi mieux J'aimerais tellement avoir une meilleure réponse. Tellement. Je suis sèche, moi, sur ça. Mais je veux bien, si Sophie, tu as des idées, mais je suis complètement sèche parce qu'en fait, aujourd'hui, on en est sur ce niveau-là. C'est vrai que la personne soignée qui est en errance, elle accumule en plus des mini-traumas à chaque fois. Donc, du coup, son parcours... c'est un cercle un petit peu vicieux. Elle a déjà eu 1 ou 2 soignants qui ne l'a pas cru. Du coup, elle perd espoir, elle y va, un petit peu découragée. Elle voit encore une 3e personne et ça valide un petit peu. Si elle n'est pas crue, encore une fois, ça valide un petit peu. Et c'est ça. Donc, c'est vrai que je ne sais pas, il faudrait... le soigner en lui-même... n'a pas d'autre chose à faire que de garder espoir et continuer effectivement de chercher. Je pense que les associations auraient tout intérêt mais même
peut-être que ça serait bien que les associations aillent à la fac pour justement, parce que si c'est fait par des pontes, par les profs habituels, ils n'ont pas le format, c'est pas dans leur, ça n'aura pas le même écho, quoi. Que si c'est des associations qui rentrent dans les facultés de médecine pour faire un petit peu, voilà, faire montrer un petit peu, mais dès le départ, hein, parce qu'un étudiant en médecine, il commence à 18 ans, il finit à 26 ans, 27 ans, il en a pour 10 ans. Et je pense que si dès le départ, on met le bon logiciel en disant, voilà, les patients, on est là pour les aider, ils sont pas là pour nous embêter, ils sont pas là pour qu'on finisse à 4 heures du matin. Bon, parce que c'est ça en fait, hein, c'est la sous-médication, enfin le fait de ne pas être assez nombreux. On a vraiment l'impression que les patients, ils sont là pour nous embêter, pour nous donner trop de travail, qu'ils viennent pour rien, qu'ils ont mal pour rien. Donc c'est un petit peu l'histoire qu'on a pendant toutes les études de médecine pour certains et pour certaines. Voilà. Et c'est vrai que quand on est soignant et que on enchaîne, on s'oublie soi-même. Par transfert, on se dit, bah, le patient, il faut aussi qu'il s'oublie un peu, quoi. Enfin, donc, effectivement, je rejoins ce qu'a dit la dame qui fait infirmière. C'est les étudiants en médecine sont aussi complètement déconnectés. On leur demande énormément et ensuite, ça donne les soignants que ça donne, quoi, hein, parce qu'ils ont été essorés. Alors, il y a une sélection qui se fait, c'est-à-dire que ceux qui suivent pas, ils n'arrivent pas au bout. Donc, il n'y a que ceux qui ont vraiment enduré. Tu disais vendredi, voilà, c'est les femmes qui arrivent à certains postes, elles n'ont pas de dysménorrhée, elles n'ont pas de problème de gynéco invalidants qui font que du coup il n'y a que celles qui arrivent à un certain niveau qui du coup disent bah non, il n'y a pas de problème, voilà, parce qu'elles n'ont pas eu le problème. Donc pour revenir à la question, je ne sais pas quelle posture doit avoir un soigné, si ce n'est rester, garder espoir et communiquer. Je pense qu'il faut communiquer avec le soignant et essayer de voir, mais on ne peut pas être responsable de la réaction du soignant, quoi. Ouais, moi je rajouterais à la question de se faire accompagner dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que les assos font le taf, mais on peut aussi se tourner vers des assos pour être cru déjà, même si on n'est pas cru du monde médical en première instance, on peut déjà être cru par des pairs, par des assos, etc. Donc ça peut être un premier soutien, se faire accompagner en présentiel pendant les consultations, parce que nous on peut être très très démunis, enfin la personne peut être très démunie au tenté, mais on peut avoir quelqu'un qui soit un peu plus droit dans ses bottes en disant mais attendez là vous ne répondez pas à la question, enfin concrètement moi je la vois souffrir, etc. Et du coup ça peut malheureusement, des fois, on est obligé de passer par là, mais désarçonner, mettre un peu mal à l'aise le soignant, le ou la soignante, et du coup la pousser à aller un peu plus loin. Et des fois, il suffit de peu, hein, on est en train de le dire depuis tout à l'heure, on a rarement des méchants soignants, hein, c'est très très rare. Et on l'a vu vendredi, on a fait un séminaire pluriprofessionnel avec vraiment plein de professions et on les a mis. Alors c'était la question de la transidentité. On a fait un théâtre forum, on a joué une scène et la première scène c'était c'était caricaturé, mais le soignant était complètement assez inadapté, on va dire, face à une personne en transition. Et on a rejoué la scène avec la personne en transition qui maîtrisait son sujet, qui arrive en disant moi je sais, moi c'est ça que je veux, etc. Et du coup on a vu déjà dans le jeu quelque chose se jouer et du coup, une des pistes, bien sûr, ça change pas tout, on est bien d'accord. Hein, mon but, c'est pas de tout mettre sur les épaules individuelles du soigné, bien au contraire, mais en tout cas, on peut s'armer un petit peu en se faisant accompagner d'une personne qui, elle, va prendre le rôle un peu plus stable, qu'on peut être déstabilisé, nous, parce que c'est nous qui sommes en difficulté. En tout cas, moi, c'est ce que je pourrais apporter comme piste de réflexion. Oui, bonjour, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit un tout petit peu avant sur le corps soignant en général. Je me disais que là on parlait des violences gynécologiques, puis finalement de la formation des médecins et des infirmiers. Finalement, ce dont on se rend compte, c'est que toutes les personnes qui sont en situation d'accompagner d'autres personnes fragiles, malades, vulnérables, sont exposées elles-mêmes, les soignants, à de la souffrance. Et en effet, ne sont pas du tout accompagnées, ni dans la formation, ni après, parce qu'elles devraient aussi l'être après, à recevoir tout ce qu'elles reçoivent. Et comment est-ce qu'elles s'en sortent ? Eh bien, avec des défenses. Et ces défenses, c'est ne pas voir la personne humaine en face de soi,
la déshumaniser pour pouvoir continuer à faire le travail au rythme qu'on lui impose. Et il me semble on parle d'autre chose finalement que de sachant et non sachant, mais que d'humain à humain dans un système qui fait que ça doit aller vite et que, oui, pour supporter, c'est plus facile de s'éloigner et de prendre de la distance. Hein. On dit ça beaucoup, prenez de la distance. Comment on fait pour prendre de la distance quand on est confronté toute la journée à des personnes qui sont vulnérables? Voilà, je voulais dire quelque chose là-dessus. Et puis, j'en profite parce que j'ai le micro sur comment on fait quand on est soigné. Là, c'est un témoignage personnel. Moi, maintenant, je me conditionne. J'ai 43 ans, mais je dirais que ça fait 10 ans que je me conditionne à chaque fois que je vais voir n'importe quel médecin, que ce soit un dentiste, un gynéco, un radiologue. Je me dis, voilà comment je veux être accueillie. Et si je ne suis pas accueillie de cette façon, je partirai. Et c'est ce que je fais. Bravo. Bravo d'arriver à vous écouter à ce point-là, et vous êtes encore à l'étape que je disais, à l'étape d'avant ce que je disais tout à l'heure, c'est avant même de subir le truc et de le dire après, c'est de se dire non, en fait là non, ça va pas, je m'en vais. Bravo pour ça. Et je vais témoigner personnellement, moi je suis soignante je suis toujours, mais je ne pratique plus, ergothérapeute en santé mentale, en psychiatrie, et je suis partie. Donc la distance, je l'ai pas mis dans la déshumanisation, je l'ai mise dans l'éloignement complet, parce que je n'étais plus en capacité de soigner des malades, en plus en psychiatrie. Et j'ai toujours dit, hein, c'était les soignants les plus fous, c'était pas mes patients. Avec beaucoup de bienveillance, le système m'a tuée, vraiment. Et la blouse est un premier truc, hein, surtout en psychiatrie, on met la blouse pour se protéger. C'est une vraie distance. Hein. Moi, je l'ai senti à un moment donné où j'ai eu besoin J'ai toujours refusé de la porter. Et en plus, en tant qu'ergo, j'avais le choix. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin de la porter. Je fais, ouais, ça va vraiment loin. Des fois, juste un vêtement. Donc oui, vraiment, les soignants vont passer soit par la déshumanisation, ce qu'on appelle la maltraitance ordinaire, qui passe complètement inaperçue. Moi, à un moment donné, je suis sortie, je suis passée formatrice en prévention des risques liés à l'activité physique, donc la manutention des patients et patientes. Et je voyais des scènes, c'était assez affreux, mais on ne s'en rend plus compte en fait quand on est dedans, tellement on est dedans. Donc oui, c'est une vraie réalité et il n'y a rien pour accompagner ça. Il n'y a aucune analyse de pratique, il n'y a pas de soutien psychologique, et j'imagine que c'est partout pareil, hein, en tant que médecin, en tant que... Oui, tout à fait. Il y a des groupes, les groupes Balint, par exemple, qui refont des consultations où le soignant joue le rôle du soigné avec voilà, c'est des jeux de rôle mais ça c'est hyper intéressant, mais pareil, c'est sur la base du volontariat, c'est des démarches individuelles, c'est pas dans les programmes, et la déshumanisation, ça devrait tout à fait être abordé parce que effectivement, quand on est amené à faire tous les jours la même chose toute l'année, c'est plus madame, c'est l'endométriose, quoi. On réduit la personne à son organe, à sa pathologie, à réponse de traitement. Et ça, c'est quelque chose, on devrait être mis en garde dès le départ, mais c'est très complexe parce que ça prend, c'est à la fois le sous-effectif, les programmes de formation, pour en arriver à une situation telle qu'elle est actuellement, avec tout ça, évidemment, une histoire de patriarcat, religion, enfin, voilà, un tissu social. Donc c'est très complexe, mais je pense que petit à petit, voilà, ici, on est là, on en parle. Il faut que les associations et les soignants se communiquent, que chacun comprenne les limites de l'autre et qu'on aille sur quelque chose de constructif, collaboratif, et éviter les mesures de sanctions qui peuvent alimenter un ressentiment de la part de la profession médicale qui, si elle se fait taper sur les doigts, va nourrir ce ressentiment envers les soignés. Et bon, ça peut faire partie des solutions, mais ça ne doit pas être la majoritaire, je pense.
Et puis je voudrais aussi dire pour les soigner, justement, quand on commence à se faire un peu de l'autodiagnostic, à se rendre compte qu'on va peut-être vers tel type de problématique ou tel type de problématique, c'est de pouvoir se rapprocher aussi des associations qui bien souvent ont des réseaux de soignants experts sur le sujet qui vont pouvoir aussi orienter. Donc je dirais que là où on peut avoir tendance à vouloir se replier quand on a subi des traumatismes successifs, c'est de se dire comment je vais vers justement de la bienveillance. Et il y a des réseaux alors totalement informels, il y a des associations, mais il y a aussi des réseaux informels, il y a des groupes Facebook. Moi, je sais que le groupe du mouvement Kiffe ton cycle, il y a régulièrement, alors c'est pas du tout nous qui le régulons, c'est les personnes entre elles, mais il y a régulièrement des personnes qui vont dire est-ce que vous connaissez un soignant pour telle problématique dans tel endroit? Et puis des personnes répondent. Et c'est vrai que malgré tout, faire circuler de cette manière-là les noms, les coordonnées des soignants qui sont respectueux ou qui connaissent cette maladie ou cette problématique, parce que c'est aussi ça le souci. Moi, je vois sur le syndrome des ovaires polykystiques, il y a un pur problème de formation, parce qu'il est quasiment pas abordé dans le cursus médical, si ce n'est sous l'angle de l'infertilité. Et quand la problématique, elle n'est pas celle-ci, du coup, c'est très mal connu par les soignants. Donc, en fait, c'est de pouvoir aussi se rapprocher soit d'associations, soit de réseaux informels dans lesquels il y a des noms qui circulent. Je pense aussi pour les personnes qui souhaitent avoir recours à de la chirurgie pour la ligature des trompes, par exemple. Il y a le site internet de Martin Winkler sur lequel il y a des noms de médecins où c'est marqué à chaque fois, ce médecin-là a accepté de le faire dans ces conditions-là, pour tel type de personnes, etc. Et je pense qu'on peut aussi s'organiser de cette manière-là, c'est-à-dire, oui, reconnaître qu'il y a de la déshumanisation, des problématiques, mais il y a aussi des gens extraordinaires qui font ce métier et qu'on peut faire en sorte de faire circuler ces informations-là, parce que plus ça se saura, plus ça sera reconnu, plus ces personnes-là, des personnes comme toi, Sophie, pèseront peut-être aussi dans le game des médecins, je dirais, et des soignants, et feront peut-être aussi des rôles modèles qui feront bouger les choses. En tout cas, moi, j'ai envie d'y croire aujourd'hui, quoi. Et moi, j'ai même allé plus loin que d'y croire, parce que ça fait 1 an et demi que l'association Nouveau Cycle œuvre sur un mouvement de plaidoyer sur la santé gynécologique, qu'on a mis en place un premier groupe projet. Je l'explique. On a mis un premier gros projet sur l'infertilité, et on a, alors même si les médecins c'est les plus difficiles à mobiliser, je vais pas vous mentir, mais aussi pour des raisons de temps, mais il y en a qui sont présents, même si ponctuellement. On a une gynécologue du CHU, de PMA, on a Sophie qui nous soutient, on a de plus en plus de médecins. Vendredi, on a eu des médecins et des gynécologues présents. Enfin, voilà, les médecins, ils sont là, le lien, il est en train de se faire, même si on ne le voit pas encore sur le terrain, malheureusement. Moi, ce que je vois aussi, c'est une vraie volonté de faire bouger les choses des deux côtés. Et je trouve ça hyper positif. Et sincèrement, la journée qu'on a vécue vendredi, qui était le titre, c'était gynécologie, croisons les regards et les compétences. Il y a eu 40 professionnels, acteurs et actrices de la santé gynécologique, des soignants, des personnes comme Gaëlle, des sages-femmes, etc., et des associations. Et ils sont tous ressortis avec la banane en mode mais c'était trop bien, on a pu échanger, on leur a fait un speed meeting, des ateliers, et on est en train de co-construire tous ensemble. Donc cette réalité-là, elle est là, et j'ai envie de le témoigner parce qu'on bosse autour de ça et ça commence à payer, et je sais qu'on va avancer. Notre objectif, c'est faire des propositions concrètes, aller les porter le plus loin possible, et on a besoin de tout le monde. On a besoin des soignants, on a besoin des assos, on a besoin des personnes quand même galères, on a besoin de chacun d'entre vous. Donc voilà, c'était pour aussi dire qu'il y a des choses vraiment chouettes qui se passent. Merci Aline pour ce petit mot qui fait un peu mot de la fin. Je pense qu'on est tous un peu frustrés parce que cette discussion, elle pourrait durer vraiment très longtemps encore. On sent que il y a vraiment une volonté, comme tu disais Aline, des deux côtés, parce qu'il y a aussi une souffrance des deux côtés qui est invisibilisée à la fois nous en tant que soignés, mais aussi les soignants par des programmes de formation qui les déshumanisent. Et en effet, on voit qu'il y a des forces qui se mobilisent pour en fait mettre ces acteurs en contact. Et je pense que malheureusement aujourd'hui on en est encore réduit à ça, mais il y a que ce lien qui peut permettre en fait de se mettre à la place de l'autre et de travailler cette empathie finalement. Et également pour les personnes qui ne se sentent pas écoutées par un professionnel, de trouver quelqu'un, ressource à laquelle s'adresser, parce qu'en fait c'est difficile aussi, je pense, sur la jungle d'Internet, de trouver des informations fiables. Donc c'est bon à savoir qu'il existe des associations qui
vers lesquels on peut se tourner, voilà, comme refuge, pour en tout cas se sentir écouté. Je pense que la notion de patient et expert devrait vraiment être connue de tous les médecins, que le patient est une ressource, le patient est un expert de sa propre santé, que il y a même maintenant il y a des programmes où les patients experts sont même salariés d'un service à l'hôpital et ils sont là pour accompagner, pour faire le lien justement entre le patient qui est en début de parcours et l'équipe soignante qui voit ça depuis très longtemps. Et donc, le patient expert, ça peut aussi être une des solutions pour les soigner, d'être accompagné, si ça peut se généraliser dans plusieurs champs de la médecine, ce serait super. Ouais. Ça permet vraiment un partage de connaissances. C'est se dire qu'il y a ce vieux dogme qui dit, effectivement, voilà, le médecin sait, le patient sait pas, mais rien que déjà parler de patient expert, on se dit, waouh, le patient, c'est un expert. Enfin, et effectivement, oui, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, quoi. Il y a ça, et puis moi j'aurais envie d'enchaîner juste sur une toute petite dernière chose, parce que c'est un peu mon cheval de bataille, mais c'est de me dire aussi l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire dans quelle position on met l'enfant dans un cabinet médical dès le plus jeune âge. Et à quel point, quelque part, en tant que parent ou en tant que personne qui est accompagnant un enfant, on peut aussi faire en sorte que son consentement soit respecté dès le début dans les cabinets médicaux pour pas qu'il y ait une éducation au non-consentement dès le plus jeune âge dans les cabinets médicaux. Je sais que dans le livre Kif Terrell que j'ai écrit pour les jeunes, je parle de ça. Je dis non, vous avez vraiment à consentir quelque part à tout ce qui se passe, et aller dans un cabinet de gynécologie n'est pas nécessairement consentir à être ausculté, à avoir un spéculum, etc. Et je pense que c'est vraiment important, même si nous n'avons pas été éduqués là-dedans, parce que moi, il n'y avait pas de parole posée là-dessus étant jeune, que nous-mêmes, on se dise, OK, comment nous, on pose la parole là-dessus avec nos enfants, et comment on fait en sorte que ce soit dès le plus jeune âge qu'un enfant se sente en droit de consentir ou de dire non dans un cabinet médical, de façon à ce que finalement, en une génération, on arrive à réensemencer cette capacité. Ça, c'est vraiment c'est une génération, parce que moi, je vois les dames qui viennent me voir, qui sont en ménopause, elles ont toujours souffert pendant leur examen gynécologique, et pour elles, c'est normal. Mais vous m'avez rien fait, docteur. Mais vous m'avez limite, elles doutent de que je les ai examinées. Donc c'est limite, il n'y a pas eu de souffrance à la pose du spéculum, c'est qu'il n'y a pas eu d'examen, quoi. Donc c'est un ancrage, et ce sont ces mêmes croyances qui font que les jeunes filles se retrouvent en consultation obligées à 22 ans pour faire un examen gynéco parce qu'on leur a dit qu'il fallait. Donc effectivement, ça part, et je pense que la bascule peut se faire rapidement à la génération suivante, où on dit est-ce que tu es d'accord pour que je regarde ton zizi, et là déjà rien que on met la base du consentement dès le plus jeune âge, et on regarde les parents en disant ben oui, il a le droit de dire non, et j'ai le droit de, on va pas aller plus loin, quoi. Mais les parents aussi ont du mal à se dire voilà. Ah mais non, mais il faut le regarder quand même. Donc c'est aussi voilà, c'est aussi les parents, effectivement, il faut que tout le monde soit. Mais c'est ça, en tant que parent, se dire peut-être que j'ai pas tout à fait réussi pour moi, je transigerai pas pour mon enfant, en fait. Je veux que cet enfant ait la possibilité de dire oui ou non dans un cabinet médical, parce que élevé comme ça, alors ça deviendra plus facile de poser des limites si une possibilité déjà dans la tête du parent. Mais c'est pour ça que je le pose ici, parce que parfois il y a des choses auxquelles on pense pas, et effectivement c'est pour ça que je le pose ici, et pour moi c'est important, c'est de se dire que finalement on a aussi la possibilité de dire nous on n'a pas été éduqués avec ça, et donc c'est plus compliqué pour nous de venir dire non dans un cabinet médical. Mais si dès le plus jeune âge finalement on fait cet accompagnement de nos enfants, et oui, je rejoins, il faut que les deux adultes en présence soient d'accord, mais n'empêche que ça peut valoir la peine, quoi. Parce que ça peut changer les choses rapidement. Après, je pense aussi que parfois, il y a certains parents pour lesquels c'est compliqué d'avoir ces discussions, qui n'ont pas envie, c'est pas non plus dans leur façon de penser. Et ça me fait penser aussi à l'intervention de Charline Vermont vendredi, qui parlait du coup de l'intervention son intervention avec Nouveau Cycle vendredi auprès des scolaires, où elles ont reparlé de consentement. Et Charline disait qu'elle avait souvent l'expérience avec des journalistes de questions en mode
ah bah, ça va, le consentement, ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est pas passé un peu de mode. Et en fait, non, cette intervention le prouve. Il y avait 200 collégiens le matin, 200 lycéens l'après-midi. Et en fait, le consentement, voilà, c'est encore pas du tout acquis. Donc, en effet, ça passe par les parents, mais ça passe aussi pour ces enfants qui n'ont pas accès à ces connaissances par le biais de leurs parents, à l'école, sur tous les terrains qu'on peut gagner, en fait, de faire cette prévention, de donner les armes aux prochaines générations, parce que c'est vraiment sur ces générations-là que ça se joue, je pense. Est-ce qu'on a des questions ? Non ? Mesdames, est-ce qu'on est bon ? Je pense que voilà, on pourrait continuer des heures. Mais en tout cas, je vous remercie chaleureusement pour votre participation à cette table ronde. Et on va faire place à la prochaine, dont j'ai oublié le thème. Les bienfaits de l'orgasme.